Mbotendeko. Beauté, et bonjour à tout le monde. Jambo, comment je peux dire, Nangandef, je sais pas, j'aimerais saluer dans toutes les langues africaines, mais bon, ben, je me limite peut-être à Beauté, Yenge, Wetwao, Jambo, et Nangandef, et voilà. C'est ça que j'aime avec toi, c'est toujours avoir ce côté panafricain. Donc, on va vraiment parler avec toi de tout, mais surtout vraiment de l'événement qui va se passer la semaine prochaine. Dans notre événement, à la rencontre 2, on parle vraiment spécialement de l'événement. Mais comme je dis, c'est spécial parce que c'est une avant-première que nous organisons avec toi. Donc, on va aller un peu en plus en profondeur, donc ça va être un peu plus long. La première question que je pose tout le temps, c'est d'abord de savoir, pour toi, c'est quoi l'identité? Et surtout l'identité africaine. Non, mais l'identité africaine, c'est vraiment vaste, hein, mais c'est vraiment lié à ce qu'on est, à son originalité, l'authenticité. Et c'est ce qui représente pour moi, en résumé, donc l'identité africaine, c'est tout autour de l'originalité, l'authenticité, donc le valeur authentiques africaine, donc la culture, voilà, la tradition, si on veut bien dire ça, donc authentique, africaine, c'est ce qui fait notre originalité, parce que l'originalité, ça dépend de, voilà, d'un peuple à un autre, mais s'il faut parler de nous, c'est tout autour de ce qu'on a comme patrimoine culturel, traditionnel, ancestral même, si je peux me le permettre. Merci. Ok. Avant de te demander, je te demandais en même temps, j'allais te demander quelle est pour toi l'importance de l'identité africaine, mais vu que tu es réalisateur, producteur et je sais que c'est même de formation, ma question c'est pourquoi est-ce que tu as pris cet angle-là de te spécialiser dans la tradition africaine? Parce que je pense que ça ne vend pas beaucoup, non? Mais je pense que ouais, pas vendre beaucoup, c'est aussi discutable. On peut en discuter parce que si vous vous rappelez bien, Hollywood commence à se servir de nos histoires aujourd'hui pour se faire beaucoup d'argent. Et vous savez, avec le film comme Black Panther qui fait pas mal d'argent à Hollywood et tant d'autres histoires qui sont en train de créer récemment. Il y a Woman King, etc. Donc, je pense que euh, nous avons vraiment une richesse, une grande richesse du point de vue historique qui peut beaucoup vendre et mieux vendre. Alors, et après, ça dépend de moyens mis en œuvre pour pouvoir divulguer, faire la promotion de l'œuvre. C'est aussi là où il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre en tant que cinéaste africain, je dirais, au-delà de ça, aussi du point de vue de financement, de subventions, mise en œuvre pour la production de l'œuvre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, Hollywood, les États-Unis ont su dénicher hein, qu'il y a un trésor parce qu'ils ont beaucoup raconté. Ils ont raconté des histoires, c'est vrai, qui s'inspirent toujours de l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent à un moment où ils trouvent il y a plus d'histoires à raconter. Donc, il y a beaucoup de trésors en Afrique. Donc, c'est, voilà, la responsabilité nous revient en tant qu'Africains, en tant que cinéaste africain, de se réapproprier, de ne pas laisser les autres dérober ou commencer à faire de l'argent avec voilà, Mhm. nos histoires comme ils les font avec autre chose. Voilà. Mais C'est à nous Nekunda, de prendre le relais. je te coupe un peu parce que on a fait un événement avec toi, c'était en 2018, si je me souviens bien, sur ton film Maman Kimpa Vita. Donc, Kimpa Vita, c'était bien avant Black Panther. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi ce créneau-là, même avant qu'Hollywood s'y prenne? Parce que tu avais déjà commencé avant que ça commence à devenir à la mode. Qu'est-ce qui a fait que, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a dit, moi, je veux absolument me mettre mon art pour l'histoire africaine?
C'est une mission. Pour moi, c'est une mission, c'est aussi une responsabilité en tant que cinéaste africain. Moi, quand je me suis lancé dans la production, la réalisation des films, donc voilà, je me suis décidé de me focaliser sur le contenu basé sur notre identité, notre culture, la valorisation de ce qu'on est. Parce que en même temps, j'ai trouvé que c'était le moment par rapport à un besoin qu'il y avait en tant que jeune africain, j'ai trouvé qu'il y avait nécessité de valoriser notre culture. Et l'un des moyens de le faire, l'un des moyens de valoriser notre histoire, c'est à travers le cinéma qui est un pouvoir fort qu'on peut utiliser dans la promotion, comme l'a fait Hollywood pour soit les États-Unis d'Amérique, pour valoriser, soit pour promouvoir, pour faire la propagande des États-Unis. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, si on connaît les États-Unis partout dans le monde, c'est à travers les cinémas. Donc, il y a des gens qui ne sont jamais allés aux États-Unis, mais ils ont l'image des États-Unis. Ils ont ces rêves américains, c'est grâce au cinéma. Les Américains, donc, ils se sont servis de ça. Et en même temps, vous allez voir au niveau de l'Asie, donc la Chine, par exemple, quand ils ont commencé à s'introduire dans le monde de pouvoir, donc dans le pouvoir mondial, donc ils se sont servis en même temps des films. Donc, vous allez voir avec des films des arts martiaux à l'époque des années 90, où voilà, ça fait beaucoup de succès. La Chine aussi s'est servie de ça. Ils ont commencé à promouvoir leur culture, etc. Donc, moi, j'ai toujours dit quelque chose qui fait rire généralement. Donc, avec les films des arts martiaux chinois, nous tous, on avait une idée on avait une idée que tous les Chinois sont forts. Donc, voilà, c'est On avait une peur des image Chinois. qu'on a introduit à travers des films. Donc, c'est comme ça. Donc, moi aussi, j'ai trouvé que c'était important d'utiliser le cinéma pour promouvoir notre culture. Si on veut nous imposer aussi dans le monde, on doit utiliser le cinéma qui est un grand pouvoir pour la promotion. Et dommage, malheureusement, c'est que nous, donc au niveau de l'Afrique, les politiques, les autorités africaines ne comprennent pas. Jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à dénicher donc, cet élément très important pour la promotion de l'Afrique. C'est ça. Toi, tu as ta propre boîte de production. Hein. Tu es Oui, producteur, ta exactement. propre boîte de. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Exactement. Donc, j'ai une boîte de production de films qui se base, voilà, qui a pour objectif de promouvoir la culture, l'histoire, l'identité africaine à travers le cinéma. Et en même temps, au-delà de la boîte de production, l'Abson Bizizi Ciné Congo, j'ai créé ou j'ai fondé donc, la société de distribution des films Africa Bizizi Distribution. Et la société de distribution des films Africa Bizizi Distribution a pour rôle de faire la distribution de films donc africains ou panafricains, donc voilà, produits par les Africains, les Afro-descendants, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un problème sérieux. Donc, c'est-à-dire que même moi-même, quand j'ai commencé à l'époque à Kinshasa, au Congo, j'ai trouvé que le cinéaste africain, quand on commence, quand on démarre, généralement, on est motivé, on est enthousiasmé, en fait, on veut faire des films, mais on ne se pose pas des questions, qu'est-ce qui arrive après la production, en fait. Donc, on produit et puis à un moment, on est limité, on est bloqué quelque part. Le film n'arrive pas à être vu par voilà, un grand nombre de gens. Et souvent, les cinéastes africains, quand ils produisent au début, ils ont tendance à envoyer les films dans des festivals de cinéma. Et après, quand on envoie des films, généralement, c'est pas garanti que tout le festival où vous avez inscrit le film vont sélectionner des films.
peut-être qu'il y aura quelques-uns parmi eux qui vont sélectionner. Et puis, si on sélectionne, donc ça sera diffusé rien que dans ces festivals. Et puis, le voyage du film se limite à ces niveaux-là, juste dans un festival. Et même dans son propre pays, on n'arrive pas à voir ces films. C'est pourquoi, à un moment, je me suis dit qu'on doit trouver des solutions en créant en créant plutôt une société de distribution qui nous appartient, qui peut plutôt diffuser ou soit distribuer des films que nous produisons. Parce que, comme vous le savez, surtout aussi, on fait marche en arrière. Donc, 10 ans, 15 ans, 20 ans passés, il n'y avait pas assez de sociétés de distribution des films qui nous appartiennent. Généralement, c'est des sociétés européennes ou américaines, etc. Donc, voilà, qui ont aussi un cahier des charges pour promouvoir leur cinéma. Donc, il y a un petit quota pour les cinémas africains. Donc, on était vraiment limité. Donc, c'est ce qui m'a motivé. Je me suis dit, bon, voilà, je dois créer une société de distribution pour donner l'opportunité aux cinéastes africains de distribuer donc les œuvres qu'ils produisent. En même temps, j'ai commencé avec mes propres films. Puis aujourd'hui, on commence à faire la distribution de films des autres producteurs africains. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est l'idée de trouver des solutions à nos problèmes au lieu de continuer ou soit de pleurer ou de pleurnicher à tout moment que voilà, on a passé ici. Parce que c'est une histoire qui date de très longtemps. Moi, je suis venu dans le cinéma, j'ai trouvé ces problèmes. Et aussi, ce n'est pas l'unique problème. On a assez de problèmes, beaucoup de problèmes au niveau de l'industrie. Et généralement, nous avons toujours tendance à attendre que la solution vienne de quelque part, ou de l'Europe ou des États-Unis. On ne trouve pas de solution, on se lamente, on pleure, et puis vous allez vous rendre compte qu'on va rester comme ça pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant un demi-siècle, sans pour autant trouver des solutions. Donc moi, je trouve qu'en tant qu'Africains, c'est que nous devons faire, on doit arrêter de pleurer, on doit arrêter de pleurnicher, nous devons trouver des solutions. S'il y a un manque quelque part, réunissons-nous, analysons, faisons des recherches, entrons dans des laboratoires pour trouver des solutions à nos problèmes au lieu d'attendre que des solutions viennent d'ailleurs. Donc, on a des problèmes comme ça, même au niveau de financement, pour financer nos films. Ça fait très longtemps, c'est la même chose, c'est la même chanson, on pleure, voilà, on n'a pas de financement, Mais nous devons nous organiser, voir comment mettre des structures en place pour que nous puissions avoir des subventions qui soutiennent le cinéma pour la production. Donc, c'est un peu ça. C'est de cette manière que moi, je vois les choses. Mais bon, je reviens sur cette question parce que quand tu dis subvention, on sait que d'un autre côté, c'est un peu le chien qui se mord à la queue puisque ces subventions viendront d'où? Elles viendraient aussi de ces mêmes personnes-là qui ont leur cahier de charge et qui vont nous sélectionner, comment dire, pour les films qui rentrent dans leur idée. Mais quand tu dis réunissons-nous, est-ce que financièrement aussi, est-ce qu'on peut se réunir pour pouvoir produire une industrie cinématographique? Mais bon, ça, on va revenir là-dessus parce que je veux d'abord qu'on se focus sur toi et sur le film Kimbangu. Donc, on avait fait un événement en 2018 à la sortie de ton film Kimpavita. Ensuite, il y a eu Le Royaume Congo aussi que tu as sorti. Maintenant, on a Kimbangu, Le Sauveur Noir. Mais quel est le bilan que tu peux faire des deux autres films? Hein, une analyse critique dans le sens où est-ce que tu as trouvé que ça a été un succès? Est-ce que tu as été déçu? À mon avis, si tu es encore là, c'est que comme tu as dit, c'est ta mission, mais je sais pas. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est déroulé sur les deux autres films? Moi, je pense que c'est un succès. Je ne peux pas dire que je suis déçu. Donc, pour moi, je trouve que j'ai atteint l'objectif parce que les deux films sont sortis et puis c'est toujours consommé et ça a répondu, soit ils ont répondu à
à des questions, en fait, donc, en termes de l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, c'est des références, je dirais, de références parce qu'aujourd'hui, les deux documentaires sont regardés partout dans le monde, sont sollicités jusqu'aujourd'hui. Par exemple, Kimpavita, qui est sorti en 2016, jusqu'aujourd'hui, c'est sollicité. Et même il y a même dans des universités américaines où ils ont sollicité ces documentaires qui sont disponibles dans leur bibliothèque pour des études, pour des recherches. Donc, arriver déjà jusqu'à ces niveaux, je trouve que c'est une réussite. Et voilà, donc le travail est fait de mon côté. Et voilà, on a aujourd'hui, parce qu'il y avait un manque, hein, s'il faut qu'on se le dise, mais aussi en parlant de Hollywood, en passant comme on l'a souligné, quand on a sorti la série, je pense, j'oublie le titre d'une série que Netflix a sorti il n'y a pas longtemps, et il y avait un épisode sur la reine Zinga, par exemple, et moi je ne savais pas, mais j'ai vu des commentaires voilà, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les gens m'ont tagué. Ils ont dit que Netflix, par exemple, soit Hollywood, s'est inspiré de ce que moi j'ai fait sur Kimpavita. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai pas de preuves, mais moi, c'est le public a confessé que voilà, ils se sont inspirés de mon documentaire Kimpavita, la mère de la révolution africaine. Donc voilà, pour moi, je trouve que le travail est fait, c'est une réussite. On a un produit, on a des produits, s'il faut les dire, aujourd'hui qui nous renseignent, qui nous permettent donc, on a comme référence, je dirais, s'il faut apprendre l'histoire sur le Royaume Congo. Non, mais moi, je peux confirmer. Hein. Moi, tu sais bien que je suis déjà un vendu. Mais par exemple, des films comme Kimpavita, pour ceux qui ne savent pas qui est Kimpavita, sur la chaîne YouTube, on a une masterclass que nous avons fait avec Nekunda qui nous a parlé pendant 1h30 de cette jeune fille du Royaume Congo qui a sauvé son royaume, et en tout cas qui s'est battue et qui a l'idée une armée de presque 80 000 hommes pour pouvoir combattre les colons. Pour une personne qui cherche en tout cas des informations, pour moi, ils ne peuvent aller aujourd'hui que regarder ce film-là parce que je ne pense pas qu'on peut trouver autre part. Donc, quand tu me dis, est-ce que c'est vrai si le film a pris des inspirations de ton film, je pense que oui, puisque c'est le seul sur lequel on peut avoir des informations. Et d'ailleurs, on va parler aussi du fait de comment est-ce que tu relais ces films-là, ces informations, quelles sont les sources que tu prends. Mais avant ça, donc ma question, comme tu m'avais dit que ça a été un succès, ça, en tout cas, tu es encore là jusqu'à aujourd'hui, je voulais d'abord savoir, tu as pris Kimpavita, Royaume Congo et maintenant Kimbangu. Donc, tu te focalises vraiment sur le Congo central, l'Afrique centrale parce que tu viens de là, ou c'est parce que tu as plus de facilité à accéder aux informations, ou qu'est-ce qui fait que tu te focalises seulement sur ce point-là, en sachant que tu es panafricain? Bon, je pense qu'on dit aussi que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais au-delà de ça, de cet aspect, l'Empire Congo, c'est une grande référence. C'est l'un des États hein, à l'époque qui a contribué énormément en Afrique, je dirais. Après, nos États au niveau de l'Égypte, au niveau de la Nubie, au niveau de l'Éthiopie, Katiopa, etc. Donc, le Royaume Congo était un grand État, un État extraordinaire, formidable, qui avait un grand pouvoir au niveau de voilà, l'Afrique centrale aussi, au niveau de l'Afrique australe. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai trouvé que c'était important de commencer par l'Empire Congo pour que les gens puissent découvrir ce que moi, j'ai également découvert sur le royaume. Donc c'est juste ça. Moi, quand j'obtiens des informations, je ne vais pas être le garder pour moi-même. Donc, je préfère le partager à travers le cinéma. Et d'ailleurs, dans la masterclass que tu nous as donnée, tu avais comparé l'Empire Congo aux États-Unis. Tu avais fait une bonne analogie là. Je ne sais pas si tu peux réexpliquer pourquoi est-ce que tu dis que
c'était les États-Unis, le Royaume Congo. Au fait, quand on parle du Royaume Congo, on parle de Congo Diantoti, là. C'était un État fédéral, au fait. Il y avait d'autres États qui faisaient partie de l'Empire Congo. Donc, c'était un grand État. Au-delà de ce que les Européens essayent de définir sur le Royaume Congo, la définition européenne est limitée, en fait, si je dois dire. Donc, c'est limité, alors que l'Empire Congo était vaste, qui a commencé au sud de la Namibie et qui est allé jusqu'au nord de l'Afrique. Même, il y a des sources qui nous révèlent que même le Tchad, toute cette partie, ça faisait partie de l'Empire Congo, au-delà de voilà, la cartographie européenne sur le Royaume Congo. Donc, c'était un royaume qui était vaste avec beaucoup des États, plusieurs États qui s'est retrouvés tout autour d'un empereur qui siégeait, qui était installé à Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo, donc Mbanza Congo, la ville de Mbanza Congo, qui se retrouve aujourd'hui en Angola, donc au nord de l'Angola, dans la province de Zaïre. Et donc voilà, si vous essayez d'imaginer cette cartographie, vous allez voir que l'Empire Congo était vaste. Donc c'est ce qui fait c'est ce qui montre plutôt le pouvoir, la force qu'avait l'Empire Congo. C'est pourquoi même les Européens sont venus au XVe siècle parce qu'ils savaient, ils ont eu des informations, il y avait des échanges commerciaux très très longtemps, et qui a fait que l'Europe, à l'époque où ils étaient en crise, ils devaient se ressourcer. Et pour se ressourcer, ils devaient aller là où il y avait des trésors dans l'Empire Congo. Donc, c'est exactement ce qui s'est fait aujourd'hui sous une autre forme. Donc, pour se ressourcer, pour être fort, on doit aller dans cette région, donc la région de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, je dirais. Et donc, voilà, c'est cette région des Grands Lacs qui a toujours nourri le monde depuis plusieurs siècles. Donc, ce n'est pas une histoire qui commence aujourd'hui. Et ça fait très longtemps qu'on vit la même chose, ce qui a occasionné même des guerres, des conflits. Donc, à l'époque du Royaume Congo, c'était le conflit de minerais, l'exploitation de minerais. Donc, nos ancêtres qui n'ont pas voulu céder. À l'époque, il y a eu des guerres, il y a eu la bataille des Mouila en 1665. Et l'origine de cette bataille, c'était le minerai, donc les Portugais qui voulaient donc exploiter nos minéraux. Et voilà, nos ancêtres n'ont pas voulu céder. Et la même chose, comme je dis, il y a un lien jusqu'à aujourd'hui où vous voyez la guerre qui n'arrive pas, qu'on n'arrive pas à terminer, au fait. Ça fait déjà plus de 30 ans à l'est donc, de la RDC, la République démocratique du Congo. Voilà, c'est la même chose, c'est comparable à ce qu'on a vécu dans l'Empire Congo. Ouais, c'est ça, le génocide continue. Donc maintenant, tu as fait donc Royaume Congo, tu as fait Kimpavita, aujourd'hui Kimbangu. Est-ce qu'en 2 minutes, tu peux nous dire qui est Kimbangu et pourquoi avoir fait un film autour de ce personnage? Pour moi, Kimbangu, Fumu Kimbangu, c'est un sauveur. C'est pourquoi j'ai choisi les titres qui fait un peu de polémique aujourd'hui. Ah bon? On parle de ça fait de polémique au niveau sur des réseaux sociaux, etc. Pourquoi l'appeler sauveur et tout ça, etc. Au Congo ou bien vraiment Euh, au-delà même? sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, il y a beaucoup de discussions depuis qu'on a lancé, surtout depuis qu'on a lancé les avant-premières, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Donc, moi, je trouve que donc, Fumu Kimbangu, c'est un sauveur. Et c'est un grand leader spirituel, c'est un grand leader politique, c'est un grand leader scientifique parce que Fumu Kimbangu est venu avec ces trois pouvoirs parce que chez nous, dans l'Empire Congo, pour régner à l'époque, on avait maîtrisé ces trois pouvoirs. On a maîtrisé le pouvoir spirituel, on a maîtrisé le pouvoir politique, et puis on a maîtrisé le pouvoir scientifique. Alors, au moment de la chute, pour restaurer notre dignité et notre pouvoir,
la personne qui est venue pour faire cette restauration devait venir avec ses 3 pouvoirs, devait réinstaller, restaurer ces 3 pouvoirs, donc le pouvoir spirituel, politique et scientifique. Donc Fumu Kimbangu, c'est un grand leader spirituel, politique et scientifique. Fumu Kimbangu a accompli beaucoup de choses que, bon, voilà, je ne vais pas beaucoup révéler pour vous laisser, que vous puissiez venir découvrir assez dans le documentaire. Mais justement, pour savoir, pour ceux qui ne savent vraiment pas qui c'est, tu peux nous situer un peu, on est dans quelle année et quand tu dis à restaurer, est-ce qu'on parle du Royaume Congo, est-ce qu'on parle du Congo belge? Est-ce que tu peux nous dire vraiment 2-3 mots pour que quand même les gens sachent pourquoi est-ce qu'ils viendraient voir ce film, pour ceux qui ne savent pas qui est Fumu Kimbangu? Oui, quand on parle de Fumu Kimbangu, déjà, on parle de la fin du 19e siècle, je dirais. Donc, déjà, Fumu Kimbangu est venu, il est né en 1889, autour de 1889, bien après, juste après la conférence du Congo. Donc, la conférence du Congo, ce qu'on appelle abusivement la conférence de Berlin, parce que oui, la conférence a eu lieu dans la ville de Berlin, en Allemagne, mais à vrai dire plutôt, donc le nom de la conférence était la conférence du Congo. Voilà, on va retourner à ce que je venais de dire, donc la dimension du Congo, de l'Empire Congo. Quand les Européens se sont réunis, ils ont appelé cette conférence en 1889 la conférence du Congo. Donc, c'était siéger sur le Congo, diviser le Congo, parce qu'ils savaient que ce grand territoire, cette grande partie de l'Afrique qui était immense, c'était le Congo, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils se sont réunis pour diviser la partie du Congo qui a donné plusieurs États coloniaux qu'on a jusqu'aujourd'hui, malheureusement, des frontières coloniales. Et voilà, donc, Fumu Kimbangu a commencé sa mission en 1921, donc en 1921, au Congo. À l'époque, c'était le Congo belge. Donc, comme je disais, lors de la conférence du Congo, on a divisé l'Afrique. Il y avait l'État indépendant du Congo, etc., avec le roi Léopold II. Avant ça, il y avait l'association. Après, c'était l'État indépendant du Congo, avec le roi Léopold II qui a pris ces territoires comme son territoire privé. Et donc, Fumu Kimbangu naît dans ces territoires-là, qui était devenu un territoire de quelqu'un, d'un roi de Belge. Et après, donc, la Belgique a commencé à diriger le territoire. Donc, Fumu Kimbangu est né dans ces territoires et dans ces contextes très difficiles, très fragiles, après des siècles de la traite négrière, après donc la colonisation belge. Vous savez, il y a eu beaucoup d'atrocités. Il y a eu voilà, des génocides à l'époque du roi Léopold II avec l'exploitation du caoutchouc, où il y avait des mains coupées, on coupait deux mains. Si vous n'arrivez pas à amener le quota indiqué de caoutchouc, donc on coupait les mains. Il y a eu des mutilations comme ça, il y a eu des assassinats des Congolais, il y a eu des zoos humains à l'époque où on a créé des zoos où on exposait des Congolais ou d'autres Africains comme des animaux. Et en voyant toutes ces atrocités, Fumu Kimbangu s'élève aussi pour dire que pour revendiquer en fait cette liberté, pour chasser les Européens, les colons européens de l'Afrique, mais aussi un élément primordial qui est la spiritualité africaine, parce que les Européens, quand ils sont arrivés, ils ont utilisé la spiritualité, ils ont utilisé la religion pour aliéner les Africains. Donc, pour pouvoir faire la libération, il a fallu commencer aussi par faire la libération mentale, la libération spirituelle, la libération du point de vue religieux. C'est pourquoi Fumu Kimbangu commence en 1921, quand il s'est levé, il a commencé par faire une révolution du point de vue spirituel, du point de vue religion, et pour que cette libération spirituelle puisse amorcer la libération politique. Donc, c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir
Après, donc, quand Fumu Kimbangu a fait son retour dans le monde spirituel en 1951, vous allez voir qu'il y a eu une vague des indépendances des États africains et dans plusieurs coins du territoire donc, de l'Afrique, il y a eu des mouvements avec des leaders qui se sont levés et évidemment, ces leaders se sont inspirés de Fumu Kimbangu. Donc, il a inspiré plusieurs leaders dans plusieurs coins de l'Afrique, même au-delà de l'Afrique, même au niveau des afro-descendants, il y avait cette relation donc, en termes de révolution pour amener à libérer l'Afrique du point de vue politique pour que nous puissions avoir enfin l'indépendance du point de vue scientifique, économique, etc. Donc, c'est dans ces contextes-là. Ok. J'ai beaucoup exploité dans le documentaire, on a longuement parlé de toutes ces périodes qui est vraiment intéressant pour que les gens puissent découvrir. Maintenant, au niveau des sources, est-ce que tu te sources auprès des livres de Van Reybrouck ou quelles sont les sources que tu fais pour avoir tes informations? Vous savez, dans la recherche, on fouille partout. Pour être honnête, on fouille partout. Mais ma façon de raconter l'histoire, c'est vraiment la perspective africaine, je dirais. Donc, ceux qui ont eu l'opportunité de voir mes autres films, mes autres documentaires, vous allez voir que c'est vraiment une perspective africaine plutôt. Donc, nous racontons l'histoire selon nous, pas selon l'Europe, comme l'a dit Mbuta Lumumba. Donc, le moment viendra pour que nous puissions écrire ou soit réécrire notre histoire selon voilà, nos propres sources, quoi. Donc, dans ce sens-là, je me suis inspiré, soit j'ai beaucoup plus consulté de mouvements de veille spirituelle, de mouvements traditionnels, de mouvements, je dirais, panafricains aussi, des leaders spirituels de la spiritualité donc, au Congo, etc., qui détiennent beaucoup de vérités, qui détiennent beaucoup de secrets en ce qui concerne l'histoire de Mfumu Kimbangu. Et évidemment, il y a quelques livres aussi qui sont écrits par des Africains qui relatent l'histoire comme il faut, mais aussi je me suis inspiré, soit j'ai lu le manuscrit de secrétaire de Fumu Kimbangu. Parce qu'à l'époque, Fumu Kimbangu avait 3 secrétaires qui avaient pour mission de noter tout ce qu'il faisait. Donc, le secrétaire Finangani, Nzungu et Nzungu, et ils ont fait un grand travail et il y a ces manuscrits jusqu'à aujourd'hui qui sont conservés. Et je me suis inspiré principalement aussi de ça pour raconter l'histoire. Et comment est-ce que le film est accueilli au Congo? Parce que tu es dans une tournée mondiale, tu as fait la France, Londres, Bruxelles et Kinshasa. Maintenant, je sais que parfois, les ennemis, c'est même à l'intérieur de la famille qui se trouve. Est-ce qu'il y a des combats? Tu as parlé de polémique. Est-ce que c'est facile de pouvoir mettre ce genre de film en lumière au cœur du continent, même au cœur du pays? Quelles sont les difficultés s'il y en a et quelles sont les choses positives s'il y en a aussi de diffuser ce film? Disons que c'est toujours un combat, ça n'a jamais été facile pour nous, en tant que cinéaste africain déjà, mais aussi en tant que cinéaste qui a un point de vue vraiment de vérité africaine ou panafricaine, etc. Nous avons organisé la projection, soit l'avant-première au niveau de Kinshasa, le film est bien accueilli, il faut le souligner, parce que vous savez que c'est un travail hein, qui a duré, qui nous a pris beaucoup de temps, c'est beaucoup de recherche, et déjà c'est un film qui dure 2 heures, et dans les 2 heures, il y a beaucoup à prendre, ce que je trouve intéressant partout où on passe. Vous savez, souvent quand on regarde des documentaires, les gens ont tendance à dormir. Et moi, les gens me disent souvent que quand ils regardent mes documentaires, ils restent scotchés, au fait. Ils attendent chaque moment. Donc, chaque moment dans le documentaire, chaque chapitre est très important.
Et donc, on n'arrive pas à laisser passer qu'on veut tout bouffer, on veut tout avaler, qu'on veut tout prendre du documentaire, parce qu'il y a des éléments très importants, comme c'est le cas avec Kimpa Vita ou soit Royaume Congo, à la recherche du royaume détruit. Donc, voilà. Donc, en général, en gros, le film est bien accueilli et les gens sont surpris. Il y a beaucoup de vérités qu'ils ne savaient pas. Il y a des gens qui ont entendu parler des Mfumu Kimbangu, mais ils ont beaucoup appris, je dirais. Donc, il y a deux éléments qu'ils ne connaissaient pas et le film a répondu à leurs questions, en fait. Et dans la diaspora, comment ça a accueilli? Et j'aimerais savoir quelle est la différence que tu vois entre la diaspora africaine et au pays, les gens du pays. Est-ce que c'est accueilli de la même manière ou est-ce qu'il y a une différence? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un sentiment, en fait, des réappropriations. Même au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau de Kinshasa, aujourd'hui, les jeunes sont éveillés. Et si on va sur notre page Facebook Kimbangu Film ou Fumu Kimbangu Film, vous allez voir qu'il y a beaucoup de réactions qui viennent tout autour de la jeunesse. Et même à Paris, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient très contents de voir la participation massive de la jeunesse, parce que la majorité des gens qui étaient là, dans la salle, qui sont venus voir le film, c'est des jeunes. Donc, ce qui signifie que la jeunesse africaine commence à se réveiller, commence à se réapproprier. Donc, le moment est venu. Moi, je pense que c'est aussi c'est question des temps. Donc, c'est question des temps, je dirais. C'est une question de temps, ok. Et maintenant, comment dire, j'avais une question qui m'a échappé. Quel est le public qui serait visé par le message du film? Est-ce qu'on parle seulement aux Congolais ou c'est un message qui est plus large que les Congolais? Moi, je pense que le message du film, c'est un message qui va au-delà du Congo, parce que déjà, la lutte de Fumu Kimbangu, la dimension de sa lutte, c'est une dimension au-delà des frontières nationales. Donc, la mission de Fumu Kimbangu, ce n'était pas limitée sur le Congolais ou soit sur le Congo, mais la mission de Fumu Kimbangu, c'était libérer l'Afrique et libérer le noir de partout dans le monde, s'il faut utiliser le terme. Donc, c'était ça la mission de Fumu Kimbangu. Vous allez voir, même dans ses prophéties, il a souligné, il a noté qu'il est venu libérer le peuple noir du monde entier. Donc, déjà, partons de sa mission, partons de sa vision, sa lutte, qui allait au-delà de frontières du Congo, parce que la souffrance qu'a connu le Congo, c'était pas seulement le Congo. Le Congo, c'était une référence, en fait, mais c'était pas seulement le Congo, c'est toute l'Afrique. Et aussi, pour souligner que le salut de l'Afrique, c'est le Congo. Le Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. C'est là où doit partir toutes les choses en ce qui concerne la libération de l'Afrique. Donc voilà, donc comme la mission de Fumu Kimbangu ne s'est pas limitée dans le Congo, je pense aussi que le film de Fumu Kimbangu, c'est un film qui est universel, c'est un film qui va au-delà des frontières donc, du Congo, ça concerne tous les Africains parce qu'il s'agit de la libération de l'Afrique, il s'agit de l'indépendance de l'Afrique, c'est ça la lutte de Fumu Kimbangu, c'est l'indépendance de l'Afrique. Donc c'est aussi, non seulement les Africains, mais ça concerne aussi les Européens ou soit les autres peuples, parce que le protagoniste dans cette histoire, c'est les Africains, donc les Congolais et les Européens. Donc, on parle de la Belgique, donc l'Europe qui est représentée par la Belgique, mais ce n'est pas seulement l'Europe, parce que vous savez, c'est pas seulement la Belgique, j'allais dire, parce que vous savez, donc c'est pas seulement la Belgique, mais il y a plusieurs États de l'Europe, ou même les États-Unis qui ont une grande partie dans l'exploitation du Congo ou soit de l'Afrique. Donc, ça concerne aussi les autres peuples du monde parce qu'il y a des vérités qu'ils doivent aussi savoir, parce qu'il y a aussi des choses qui sont
qu'on les a cachés. Moi, quand j'ai fait des projections de Kimpa Vita, par exemple, en Europe, même en Angleterre, par exemple, dans des salles où il n'y avait que de blancs, ils étaient surpris, je dirais. Eux-mêmes ne savaient pas cette partie de l'histoire, ils ne connaissaient pas parce que ce n'est pas enseigné. Même eux, c'est occulté, non seulement pour les Africains, mais pour eux aussi. Donc, pour moi, je pense que c'est un film qui concerne tout le monde parce que c'est des chapitres de l'histoire, des moments très importants que les gens doivent savoir. Maintenant, au niveau des historiens, parce que tu dis l'histoire est occultée, moi je pense que c'est fait en exprès. Ils le savent ce qu'ils font. Est-ce que toi, tu n'as pas des attaques ou en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui essayent de te dévaloriser ou plutôt de te décrédibiliser euh, dans le travail que tu fais? Bon, c'est vrai que ça ne manque pas. Hein. Généralement, ça commence chez nous, tout d'abord, entre nous, Africains. Ça Nous-mêmes, ne on se manque pas. décrédibilise. Ouais, il y a cette façon de voir les choses. Il y a ce genre de combats qui arrivent déjà entre nous, Africains, pour ne pas citer les autres peuples, déjà en commençant par nous-mêmes. Il y a beaucoup de combats comme ça, de difficultés qu'on rencontre. Il y a des barrières déjà, même au niveau de la production, pour pouvoir réaliser des œuvres. Parfois, on vous limite l'accès à certaines choses. Donc, Mais est-ce que tu peux être précis? Je ne sais pas si tu peux. Quel genre d'attaque tu reçois de nous-mêmes, on va dire des proches, des historiens, par exemple, congolais? Quel genre oh, de mépris ou, je sais pas, de décrédibilité qui peuvent te faire? je ne sais pas si je dois parler peut-être des historiens, mais c'est des gens en général, hein, pour ne pas dire seulement des historiens. Je ne sais pas si ça doit se limiter au niveau des historiens, mais ça se passe sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand il y a une œuvre comme ça qui sort, et vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont même pas vu le film et qui commencent à voilà, décrédibiliser le film. On ne peut pas critiquer une œuvre sans On va voir. la voir. Donc, ça n'a pas d'essence. Et ça t'atteint pas? Est-ce que ça t'atteint pas? Tu te dis pas, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça alors que même les gens pour qui je veux travailler me combattent? Non, mais pas du tout, parce que quand on a une mission, on a une responsabilité, donc on accomplit sa mission. Et après, le reste, c'est c'est à voir, parce que l'essentiel, c'est de faire son travail, c'est d'accomplir sa mission. Et voilà, on est quitte. Ok, ok. De toute façon, on a bientôt fini. Je sais qu'il doit être très tard à Luanda, là, et c'est en direct vraiment du festival panafricain que se trouve Nekunda, et il sera avec nous le 5 décembre ici à Montréal pour, je sais pas si ça va être la dernière étape de sa tournée, mais en tout cas, il va être là. Je tiens à préciser aussi que il prend les frais lui-même de déplacement. Ce qui montre vraiment qu'il veut que cette œuvre-là puisse être répandue à travers, pas seulement la communauté comme il l'a dit, mais de manière universelle. Donc, il y a le site internet cariboumontréal.com sur lequel vous pouvez prendre vos billets. Venez assister. C'est une avant-première. Et je vous le dis, Nekunda, vous pouvez taper sur internet ces films, vous n'allez pas trouvé. Hein, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais où est-ce que je peux voir le film? Je ne sais pas comment si tu fais pour le cacher. Mais en tout cas, si vous voulez le voir, il faut être là le 5 décembre à 18h à la salle J7 Concordia. Dis-moi, je voulais te demander aussi, j'ai aussi deux questions qui sont dans le public, mais je voulais aussi te demander, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent, s'ils doivent retenir une chose des films que tu fais pour remettre en avant et valoriser notre histoire, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? C'est la conscience africaine, en fait. Si vous analysez tous les films, ça tourne autour de ça, ça tourne autour de ça, en fait. C'est la conscience africaine, c'est la réappropriation, en fait. C'est la fierté de soi-même. Donc, c'est un peu ça, s'il faut Quand même. résumer. On voit que toi, tu l'as déjà, la fierté de toi-même. Pour mettre autant de moyens, pour nous mettre à l'honneur comme ça, c'est que... C'est obligé, c'est obligé. C'est vrai que c'est pas évident. Comme je l'ai dit, donc le cinéma africain, c'est un combat. C'est un parcours de combattants, en fait, pour réaliser des œuvres pareilles, par exemple, comme Fumu Kimbangu à la recherche du royaume, plutôt Fumu Kimbangu, un sauveur Vraiment. noir. Voilà, on a connu beaucoup de difficultés.
On l'a produit sans aide, sans subvention, etc. Et avec nos propres moyens, comme on l'a fait avec Kimpavit à la mer de la Révolution africaine, comme on l'a fait avec Royaume Congo à la recherche du royaume détruit. On a rencontré beaucoup de difficultés, déjà, comme je l'ai dit, du point de vue financier, mais aussi, quand j'ai lancé le projet, c'était en 2020 et on devait commencer la production, le tournage, et puis il y a eu la Covid qui a retardé voilà, le tournage, et aussi ça ne nous a pas permis de faire les choses à temps parce que, si vous voulez, l'idée initiale, ce n'était pas de sortir les documentaires en 2025. On devait sortir les documentaires bien avant. Et voilà, on ne pouvait pas tourner, donc si vous voulez, je ne pouvais pas tourner les documentaires seulement en restant, parce que oui, j'étais basé en Europe à l'époque, donc en restant en Europe, soit en faisant des interviews avec des gens qui sont en Europe. On devait aller à la source, on devait rencontrer des chefs religieux en Afrique, au Congo plus particulièrement. On devait aller là où s'est passée l'histoire, on devait filmer des endroits. C'est un peu ça. Donc, ça nous a retardé en termes à l'époque de Covid, on ne pouvait pas voyager, donc je ne pouvais pas me rendre au Congo. Et ce qui fait que voilà, on n'a pas pu tourner. Et après, il y a eu beaucoup de choses aussi. On a connu donc le décès de mon assistant de production qui est basé à Luanda, ici à Luanda, donc qui malheureusement qui est décédé pendant la période de production. Non seulement ça, mais avant ça, il y a eu donc mon fils qui était malade, qui était atteint d'un cancer du cerveau. Et à l'époque, donc voilà, j'étais entre ça, donc voilà, avec cette mauvaise nouvelle qui nous avait frappé, et donc être entre l'hôpital avec mon fils et voilà, être dans la production, c'était pas évident. Mais après, la production aussi, c'était un refuge pour moi, je dirais. C'est là où je devais me réfugier, je pouvais me réfugier, je me sentais aussi bien, en dépit de la situation. Et aussi la mort de mon fils qui était suivi après l'enterrement, 3 jours après l'enterrement, il y a mon assistant qui était décédé. Et après une année, il y a l'acteur qui incarne le rôle de Fumu Kimbangu, de Kimbangu, qui est décédé pendant qu'on n'avait pas fini le tournage. On avait encore voilà, on avait évidemment des scènes à tourner. Et malheureusement, il est décédé, il s'est noyé à Luanda. Ah oui? Donc, c'est pas celui qu'on voit sur l'affiche, hein? C'est pas celui qui était censé être. C'est lui, évidemment. C'est lui qui est dans l'affiche. Et voilà, donc on a rencontré des difficultés comme ça et qui pouvaient nous arrêter. Mais tu as pu terminer le film quand même? Pardon? Tu as pu terminer le film puisque l'acteur, une fois qu'il est décédé, tu as pu le terminer? Oui, en fait, comme c'est un documentaire, c'est pas une fiction. Donc, le film n'est pas basé que sur le tournage des scènes. Le tournage des scènes, les scènes, c'est juste pour faire des illustrations. Donc, on a reconstitué, en fait, certaines parties de l'histoire. Mais comme vous le savez, dans les documentaires, on peut utiliser plusieurs techniques. Je me suis servi des interviews, évidemment, avec des historiens, des chefs religieux qui racontent l'histoire. Mais je me suis servi aussi des archives visuels tels que des photos, ou soit des portraits, des dessins, etc. Mais aussi, comme vous le savez, ceux qui ont eu l'opportunité de voir Kimpavit à la mer de la Révolution africaine, mon documentaire, donc j'ai utilisé aussi quelques scènes, j'ai reconstitué quelques scènes avec des acteurs. C'est ma façon de faire des films pour illustrer, pour montrer certaines parties de l'histoire, vu que nous avons aussi ces problèmes des archives. On n'a pas assez d'accès aux archives nous concernant, surtout sur notre histoire. Les Européens possèdent plus des archives que nous-mêmes et parfois on n'a pas accès à certaines archives. Et aussi, il y a certaines périodes qui n'étaient pas documentées du point de vue visuel.
Donc voilà, c'est pourquoi j'utilise cette tactique, cette stratégie de reconstituer. Donc ce qui fait que ça n'affecte pas généralement les films parce que c'était des scènes, juste quelques scènes qu'on a voulu reconstituer. On l'a fait, en grande partie je dirais. Il y avait juste quelques scènes qui manquaient, qu'on n'a pas pu faire, mais on a su donc couvrir à travers d'autres archives et d'autres images qu'on a créées du point de vue graphique, quoi. Excuse-moi, Nekunda, je suis obligé de te demander comment tu fais pour rester aussi concentré, aussi, je sais pas, tu vois, de ne pas lâcher après ce genre d'événement tragique qui, personnellement, moi, je pense que même avec toute la force panafricaine que j'ai, je crois que j'aurais lâché. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu continues quand même, malgré les gros obstacles que tu rencontres? Mais ben, on est appelé à tenir bon quand on est leader, quand on a une mission. Donc, c'est comme ça arrive qu'il y ait des obstacles. Donc, beaucoup de leaders ont rencontré plusieurs obstacles comme ça dans la vie. Et quand on arrive à surmonter, on arrive à continuer, c'est ce qui montre notre détermination. C'est ce qui détermine notre leadership, donc ce qui fait qu'on soit victorieux. Donc voilà, c'est un conseil à tout le monde quand on se lance à, à de grands projets comme ça. C'est pas facile, il y a toujours des obstacles, mais il ne faut pas abandonner, il ne faut pas laisser. Moi, quand je vois déjà de grands sacrifices des leaders comme Yaya Kimpavita, donc Mama Kimpavita, qui acceptait d'être brûlée vive avec son enfant pour notre liberté, pour notre indépendance, et voir des leaders comme Fumu Kimbangu qui est resté 30 ans en prison, qu'on a essayé de tuer à plusieurs reprises, et bien, qui n'a pas renoncé au fait, qui n'a pas reculé, qui n'a pas fait marche en arrière, qui a continué jusqu'à la fin voilà, de temps qu'il avait comme mission. Je trouve qu'on doit s'inspirer d'eux. Donc, si eux n'ont pas reculé, donc pourquoi nous allons le faire? Donc, En tout cas, voilà. très, très, très bonne réponse, hein. Écoute, je vais deux questions que je vais prendre rapidement, mais de toute manière, il sera avec nous le 5 décembre, la semaine prochaine. Donc, venez si vous avez plus de questions. Je vais pas tous les prendre, malheureusement. Donc, il y a une question qui dit, est-ce qu'il y a une grosse présence d'entreprises noires qui font de la production à la distribution dans la chaîne de valeur de l'industrie? Donc, en gros, est-ce que tu vois que il commence à avoir une bonne, comment dire, beaucoup de boîtes de distribution noires qui commencent à venir dans l'industrie ou ça reste encore un peu timide? C'est plus Je pense que ça reste encore timide. S'il faut feuilleter, vous allez voir qu'on n'a pas assez de boîtes de distribution qui nous appartiennent. Et je pense que même au niveau du Congo, par exemple, ma société, c'est une première société de distribution de films créée par un Congolais. Et voilà, donc il y a encore beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se le dise il y a quand même croissance un tout petit peu hein, des entreprises. Mais au niveau de la production, il y a assez des boîtes de production, beaucoup de boîtes de production même qui naissent aujourd'hui. Mais la distribution, ça reste, il y a beaucoup à faire au niveau de la distribution jusque-là. Ok. Ok, je prends la dernière et puis après on va te laisser partir. Donc, trouver des solutions à nos problèmes au lieu de pleurnicher, très bon terme. Que penses-tu de ceux qui pensent que tout film se rapportant à l'histoire africaine est justement de la pleurniche? Je sais pas si tu as compris la question. Donc, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que justement nos films d'esclaves, d'esclavage, de toujours dire on a été battus, on fallait qu'on nous aide, on nous a fait du mal. Qu'est-ce que tu penses de ces films-là justement? Parce que toi, tu mets plus en avant les combats, justement, les personnes qui ont résisté, les gens qui se sont levés et qui ont, qui ont répondu avec les, comment dire, aux armes par les armes. Mais qu'est-ce que toi, tu penses des films des gens qui font tu vois, plus de films sur l'esclavage, plus sur on a vécu le racisme, on a vécu ceci. Qu'est-ce que tu Moi, penses? je pense que après la liberté de la création, on ne peut pas définir, soit on peut pas, on peut pas
demander à quelqu'un de choisir son inspiration, en fait. Peut-être qu'ils sont inspirés comme ça. Et il y a aussi d'autres personnes comme nous qui sont inspirées différemment. Bon, je pense aussi que c'est question de temps. Peut-être à l'époque, c'était ça. Voilà, à un moment, il y a aussi quelque chose d'autre qui arrive, une autre façon de voir les choses, une autre façon de présenter l'Afrique, parce que c'est important de présenter l'Afrique. Nous, c'est vrai que dans mes films, on parle de l'esclavage, mais c'est pas pour pleurnicher, parce que ça fait partie de l'histoire, parce que c'est du réel, le documentaire, c'est du réel. On parle d'une histoire vraie, ce qui s'est passé. Donc, c'est des moments de l'histoire, des périodes importantes aussi à documenter. Donc, c'est pourquoi on doit parler aussi de ces périodes, mais on ne doit pas se limiter. Voilà, dans sa question, je crois qu'il disait que c'est vrai que nous, on a grandi avec des films qui ne parlaient pas beaucoup de personnes qui se sont battues, ou en tout cas qui ont réussi à pouvoir résister. C'était plus de l'esclavage. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça a aussi contribué au fait que toi, tu as voulu parler d'une autre facette un peu plus virile de la lutte africaine? Exactement. Dans notre cas, c'est le militantisme. Comme je disais, on parle de l'esclavagisme, mais ce n'est pas l'esclavagisme, juste montrer que de Noirs étaient des esclaves, mais montrer qu'il y avait quelque chose. Nous, par exemple, moi, comme je voudrais dire, donc moi, par exemple, j'établis, au fait, je présente ce qu'a été l'Afrique avant l'arrivée des colons, avant l'arrivée des Occidentaux. Des États qui étaient de grands États, en fait, qui étaient très développés, des États qui étaient avancés même. Donc, c'est cette façon, cette différence, hein, peut-être, je dirais, non seulement amener un état de choses, une image des esclaves, c'est limité là-dessus, mais montrer tout d'abord ce qu'on était, qu'on n'était pas des esclaves, on était en peuple, on était des peuples libres, on était des peuples avancés par rapport à d'autres peuples du monde. C'est comme ça que moi je présente les choses et je présente ce qui est arrivé. Et aussi présenter le militantisme que nous étions forts, nos ancêtres n'ont pas accepté d'être esclavagisés facilement. Donc, ils se sont battus, ils ont lutté. C'est aussi une façon de donner l'exemple à la nouvelle génération. Face à tout ce qu'on est en train de subir, on ne doit pas se laisser faire, on doit s'élever, on doit lutter pour notre liberté, pour notre indépendance, mais aussi montrer une Afrique nouvelle, au fait, montrer des potentialités. Ce qu'on peut faire au niveau de l'Afrique n'est pas toujours montrer l'Afrique comme voilà, des productions de l'Europe ou soit des informations de l'Europe qui se limitent à l'Afrique qui est sale, où il y a des enfants qui meurent de faim, etc. Rien que ça. C'est vrai qu'il y a des réalités comme ça, mais ce n'est pas la grande facette de l'Afrique. Je dois lutter pour notre indépendance. J'aime beaucoup ça. Merci en tout cas, Nekunda, de ton temps. On en a abusé, mais vraiment, on n'avait pas le choix. Mais surtout, sachez qu'il sera là le 5 décembre avec nous pour la projection de Kimbangu, un sauveur noir, au 1400 boulevard Maisonneuve. Donc, dans la salle à Guy Concordia, il y aura la projection. Ensuite de ça, on va partager un bissap avec notre producteur pour qu'il puisse un peu nous parler plus en profondeur du documentaire. Parce que là, il ne pouvait pas dire beaucoup de choses, mais une fois qu'on aura vu le film documentaire, là, on peut avoir des questions et sûrement des secrets qui, malheureusement, ne peuvent pas être dits en ligne. Merci, Nekunda, en tout cas, de ton temps. Bon festival encore. Et on se voit la semaine prochaine, alors. C'était un plaisir de partager avec vous. Matondo, Ngasaki Dila, comme on dit à Kimbundo ici, Tondele Kibeni, Twasaki Dila en Chiluba. Et voilà, donc on se retrouve au Canada, on se retrouve à bientôt à Montréal. Donc on aura le temps de partager en profondeur. Même pendant 2 heures, je serai disponible pour faire ces partages. Merci, Nekunda. Passe une bonne soirée à toi.